Alors, tout d'abord, si on essaye de définir ce qu'on entend par qualité de vie au travail, c'est un peu compliqué, hein, parce que ce sont des thématiques, vous voyez, qui sont toujours un petit peu floues, donc dans lesquelles on doit faire un effort d'objectivation. Alors, on parlera évidemment avec Caroline de l'accord national interprofessionnel qui parle de qualité de vie au travail. Ce que nous disent les partenaires sociaux sur la qualité de vie au travail, c'est les conditions dans lesquelles les salariés exercent leur travail. Ça, c'est pas très nouveau, hein. Tous ceux d'entre vous qui discutent avec des partenaires sociaux toute la journée savent que cette question des conditions de travail revient de manière très, très régulière. Mais ce qu'ils nous disent aussi, et ça je trouve ça intéressant, et on rejoint ce que je disais sur Yves Clos, ils disent la capacité à s'exprimer et à agir sur le contenu. Donc on ne peut pas parler de qualité de vie au travail sans parler de qualité du travail. Ça, je trouve ça très très intéressant, parce qu'au fond, c'est assez novateur comme réflexion, c'est de se dire, et je crois que c'est le grand enjeu de la qualité de vie au travail, c'est de se dire quel est le point de convergence entre l'intérêt de l'individu et l'intérêt de l'entreprise. Et c'est une question, il n'y a pas de réponse, c'est une question, et ça doit être un questionnement dynamique. Et c'est ça que je trouve vraiment intéressant. Pour moi, c'est ça l'opportunité de cette réflexion sur la qualité de vie au travail, c'est qu'on ne peut plus être simpliste. Vous voyez, on ne peut plus dire, si l'entreprise va bien, alors les gens iront bien. Ou à l'inverse, on entend parfois, si on forme les gens à la gestion du stress, qu'on repeint les murs en verre, qu'on leur donne une cantine sympathique, bref, qui vont bien, alors l'entreprise ira bien. Vous voyez, c'est un peu simpliste, on ne peut pas raisonner comme ça. On est obligé de raisonner de manière un peu plus dynamique, en se disant au fond, quel est le point de convergence, voilà. Quel est le point de convergence entre l'intérêt de l'individu et l'intérêt de l'entreprise. Et c'est ça pour moi l'opportunité qu'on a quand on parle de qualité de vie au travail. Alors, évidemment, la question qui va se poser assez vite quand on dit les choses comme je viens de les évoquer, c'est comment on peut objectiver cette matière, quoi. De quoi on parle concrètement quand on parle de qualité de vie au travail. Alors, là, c'est l'ANACT qui vraiment fournit une réflexion que je trouve très, très éclairante par rapport à ça. Il nous dit qu'il y a 8 dimensions. Il y a la qualité de l'engagement. Ça, c'est intéressant, la qualité de l'engagement. C'est-à-dire que on pourrait se poser la question de jusqu'à quel point faut-il être engagé. Hein, il y a une théorie du management qui postule que plus les salariés sont engagés, plus ils sont efficaces. Tous ceux d'entre vous qui ont côtoyé les gens qui font des burn-out, par exemple, savent que ce n'est pas vrai. Il y a un moment où la performance décroche par rapport à l'engagement. Un moment où l'engagement peut augmenter, la performance, elle, diminue. Donc l'engagement n'est pas la chose qu'il faut viser à tout prix. Néanmoins, si on n'est pas engagé, on n'est pas performant. Donc c'est quand même un sujet. La qualité de l'information partagée, la qualité des relations sociales. Certains d'entre vous, voilà, vous connaissez bien le sujet, on sera peut-être amené à en parler tout à l'heure. La qualité du contenu du travail, hein, avec une adéquation entre le défi que le salarié a à relever et puis les compétences dont il dispose. L'enjeu, c'est qu'il y a un petit écart. L'enjeu, c'est qu'il y a un petit écart. C'est comme ça que je vais mobiliser mon intelligence. C'est comme ça que je vais mobiliser ma créativité. Si j'ai jamais rien de difficile à faire, si j'ai jamais rien qui m'oblige à penser, je n'utilise pas mon intelligence. À force de ne pas l'utiliser, le risque, c'est de la perdre. Ensuite, la qualité de l'environnement physique. C'est pas très compliqué à comprendre. Hein. C'est toute l'école ergonomique, c'est toute l'école, là aussi, des conditions de travail. Si on est dans une salle sans fenêtre, dans laquelle on est 150, dans laquelle le plafond est à 1 mètre du sol, on comprend bien que parfois c'est un plan social déguisé. Hein. Certaines entreprises procèdent de la sorte. Bon, la qualité de l'organisation du travail, c'est aussi très très important. En quoi les règles prescrites dans l'organisation et en quoi les règles, de manière plus générale, dans l'organisation, concourent à l'efficacité. Au contraire, en quoi les règles détruisent l'efficacité. On est très frappé quand on discute avec des managers ou avec des dirigeants qui nous expliquent parfois qu'ils passent plus de temps à faire du reporting, qui passent plus de temps à s'évertuer, à respecter les règles de l'organisation qu'à faire ce qu'ils considèrent être leur travail. Peut-être que c'est une manière de s'exprimer. Peut-être que c'est aussi un sujet, c'est-à-dire que si les règles dans l'organisation, les règles de travail détruisent, en tout cas c'est perçu comme tel, l'efficacité chez les managers et chez les salariés, on a effectivement un sujet de qualité de vie au travail majeur. Ensuite, avant-dernier point, les possibilités de réalisation et de développement personnel. Là c'est un sujet très important. Hein. Je ne crois pas beaucoup à l'altruisme pour l'altruisme, quoi. Je pense que la qualité de vie au travail, elle est aussi liée à est-ce que j'ai l'impression de développer mon employabilité, est-ce que j'ai l'impression de développer mon intelligence, est-ce que j'ai l'impression de développer mes savoir-faire, que je sois un bon salarié qui apporte à l'organisation, que j'en souffre pas trop, c'est une chose, mais est-ce que ça m'apporte quelque chose en termes d'employabilité, en termes de... Voilà. Aujourd'hui, les entreprises ne peuvent plus promettre l'emploi à vie. Cabinet d'avocat, certains d'entre vous travaillent dans le cabinet d'avocat, on ne peut plus promettre l'association, voilà, au bout de 7 ans, vous êtes harcelé pendant 7 ans, puis au bout de 7 ans, voilà, vous devenez harceleur,
c'est plutôt agréable. Bon, on ne peut plus devenir harceleur, je veux dire associé, c'est un synonyme, pardon. Voilà, on ne peut plus être dans cette promesse-là, et d'ailleurs, les jeunes collaborateurs ne le veulent pas forcément. Donc il faut bien penser autrement ce que c'est que la réalisation et le développement personnel. Et puis un axe aussi tout à fait important, qui est la capacité à concilier la vie professionnelle et la vie personnelle. Alors là-dessus, j'ai une conviction, c'est que le sujet, c'est pas tant un sujet d'allocation du temps, c'est plutôt un sujet d'allocation du temps psychique. C'est-à-dire, est-ce que quand je rentre chez moi, même si c'est à 17 h, j'emmène mon travail? Est-ce que la nuit, j'ai mon travail avec moi? Vous voyez, c'est plutôt un... Qu'est-ce qui reste de moi après que j'ai fini de travailler? Qu'est-ce qui reste de moi en termes de disponibilité émotionnelle, de disponibilité psychique, me semble être beaucoup plus le sujet que le sujet de combien de temps je passe au travail versus combien de temps je passe chez moi, qui me semble au fond pas très intéressant à titre personnel.